Bonjour, je pense qu'on va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette première session de notre série de webinaires concernée à la spectroscopie de sol. Je suis Rahma Brini, coordinatrice de projet Soil Fair en Tunisie. Je supervise et coordonne les activités de projet à l'échelle nationale en collaboration avec nos partenaires techniques, qui est la DG ECTA dans ce projet. Ce webinaire marque le début d'un cycle de 3 sessions qui se tiendront également le 9, le 16 et le 23 juillet, avec objectif de renforcer les capacités sur l'usage de la spectroscopie pour l'analyse de sol. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'ouvrir notre première session intitulée Introduction à la spectroscopie de sol. Nous avons l'honneur d'accueillir notre expert en spectroscopie, expert FAO en spectroscopie et professeur associé à l'université Mohammed VI, Monsieur Issam Bara, et Monsieur Yi Peng, qui est le point focal pour le projet Soil Fair au sein de la FAO. Chers participants, durant cette session, les intervenants et les panélistes auront la possibilité d'activer leur caméra et leur micro, notamment lors de leur présentation. Et pour répondre aux questions à la fin de la présentation. Quant à vous, chers participants, nous vous encourageons vivement à utiliser la section discussion ou chat pour vous présenter brièvement. N'hésitez pas à indiquer votre nom, votre institution ou le pays ou la ville d'où vous venez. Cela nous permettra de mieux connaître notre audience et créer une ambiance plus conviviale et interactive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions dans la section questions-réponses. Notre expert prendra le temps de répondre à la fin de la présentation. Merci encore pour votre présence et votre intérêt pour ce sujet important. Je vous souhaite un excellent webinaire. C'est à vous, le parole, Aïssa. Merci beaucoup, Rahma. Avant de commencer, donc je pense que on avait un problème dans le chat. Maintenant, le problème est résolu, donc vous pouvez écrire ce que vous voulez dans le chat. Avant de commencer, comme j'ai dit, donc je tiens à vous remercier tous et toutes pour être présents aujourd'hui avec nous pour ce webinaire qui sera le premier dans une série de webinaires qu'on va présenter euh, sur le sujet de la spectroscopie de sol. Donc, cette première session sera ou bien marquera une introduction à la spectroscopie de sol, mais généralement, c'est une introduction à la spectroscopie générale. Donc, je remercie également les collègues et les partenaires de la Tunisie. Parce que cette série de webinaires a été conçue initialement pour nos collègues et nos partenaires dans le projet Soilfaire en Tunisie. Donc, de ma part, je représente l'équipe de la FAO Headquarters. Donc, on supporte 7 pays donc, à adopter cette nouvelle technologie pour les analyses de sol. Et aussi, donc, je remercie toutes les personnes intéressées donc, à être avec nous aujourd'hui donc, pour assister à cette introduction à la spectroscopie de sol. Donc, parce qu'on a déjà invité tous les laboratoires et tout le monde donc, qui ont un intérêt à cette nouvelle technologie et qui parlent le français. Parce que ce webinaire, c'est parmi les seuls donc, qui traite cette thématique en français. Donc, c'est difficile de trouver quelque chose comme ça. Donc, c'est pour cela donc on a pensé à inviter tous les partenaires donc ils peuvent bénéficier de cette petite introduction. Comme j'ai déjà mentionné, c'est seulement une introduction. Donc, pour traiter la thématique profondément, donc il nous faut plus de temps et plus d'efforts. Donc, dans mes présentations, donc, je vais essayer de vous donner des définitions, la méthodologie à suivre, etc. Mais si vous pouvez, si vous voulez
approfondir vos connaissances. Donc, vous pouvez faire des recherches bibliographiques, mais aussi on est disponible à la FAO pour supporter toutes les personnes donc, qui veulent un support dans ce sens-là. Donc, je vais essayer de partager la présentation. Attendez 2 minutes. Rahman, merci de confirmer si vous pouvez voir la présentation. Oh oui, oui, oui. Ok, Je peux parfait. vous écouter, Varlik. Merci. Ok, parfait. Donc, comme j'ai mentionné, donc, ce premier webinaire marque l'introduction à une série donc, qu'on va présenter, qu'on va fournir pour nos partenaires donc, concernant la spectroscopie de sol. Donc, comme j'ai déjà mentionné, donc, dans cette première session, donc, je vais faire une petite introduction. Donc, je vais essayer de définir quelques définitions, de vous donner les étapes à suivre pour adopter cette technologie, etc. Mais comme déjà, Rahma, je pense qu'elle a déjà expliqué, donc, pour le déroulement de notre session, donc, on aura une présentation PowerPoint donc, qui va durer entre 30 et 45 minutes, mais on va essayer de donner plus de temps à la discussion donc pour essayer de répondre à toutes vos questions. Donc, comme Rahma a déjà mentionné, ma collègue, donc vous avez la fenêtre questions-réponses, donc, ou bien dans le chat. Donc, vous pouvez écrire vos questions dans cette fenêtre-là, questions-réponses. Et vers la fin de la présentation, donc, je vais essayer de répondre au maximum à vos questions. Donc, normalement, cette session va dérouler donc va prendre 1 heure et demie à 2 heures, donc selon la discussion vers la fin. Euh, si vous ne pouvez pas m'écouter ou bien vous avez des difficultés techniques, donc vous pouvez l'écrire aussi dans le chat. Comme ça, Rahma peut me mentionner ça durant la présentation parce que je ne peux pas voir le chat maintenant. Mon écran est déjà full screen sur la présentation. Pourquoi la FAO, donc on a décidé de pousser l'application de cette technologie de la spectroscopie de sol dans les analyses de sol. Parce que, comme vous savez tous et toutes, donc, afin de comprendre l'état de santé de nos sols, donc, l'utilisation des méthodes conventionnelles, donc qu'on connaît tous sous le nom wet chemistry ou bien chimie humide. Donc, pour contrôler chaque paramètre, donc on a plusieurs protocoles internationaux à suivre. Et pour chaque protocole, donc, il nous faut suivre le mode opératoire bien défini, il faut réaliser des extractions, il faut utiliser des produits chimiques spécifiques. Et après la fin de l'étape de préparation des échantillons, donc il faut passer à l'analyse sur des équipements spécifiques pour chaque propriété. Donc, je prends des exemples qui sont les plus simples dans ce cas d'analyse, qui sont le pH, l'EC, qui est la conductivité électrique, et la CEC, qui est la Cation Exchange Capacity. Donc, pour avoir une information sur ses propriétés dans un échantillon de sol, donc il faut suivre un protocole bien défini pour chacune de ces propriétés et réaliser des extractions en utilisant, donc selon la méthode qu'on a choisie, par exemple pour l'eau, donc on a 3 types d'extraction qu'on peut faire. La plus simple, c'est l'utilisation de l'extraction à l'eau, mais aussi il y a d'autres produits qui peuvent être utilisés pour les extractions. Pour la EC, c'est la même chose et pour la CEC, c'est la même chose. Donc il faut avoir ces équipements spécifiques et avoir le pH mètre dans le cas de pH, et le EC mètre pour le cas de EC, mais aussi avoir la possibilité de mesurer la concentration en nutriments pour avoir le calcul de la CEC, donc, etc. Donc, vous pouvez comprendre
que pour avoir une information complète sur un échantillon de sol, donc il faut passer par plusieurs méthodes. Donc pour screener une dizaine de propriétés, donc il nous faut suivre des protocoles au plus et avoir un laboratoire bien équipé donc par des équipements qui sont dans des cas des équipements lourds. C'est le cas notamment de l'ICP, de la chromatographie ionique, etc. Donc, il faut tout d'abord un investissement lourd afin d'être capable de réaliser ces analyses-là. Pourquoi on réalise tout d'abord les analyses sur le sol? Donc, vous savez tous, donc, on a deux utilisations spécifiques et intéressantes pour pourquoi on analyse les propriétés du sol. Donc, tout d'abord, afin de comprendre l'état de santé de nos sols, et cela peut aider, par exemple, dans le début de la saison agricole, à recommander la meilleure plante qui va bien avec ce type de sol, avec la qualité de ce sol-là. Donc, c'est la première utilisation. Et la deuxième utilisation, c'est durant la saison agricole. Donc, on aura besoin de temps en temps de faire la recommandation des fertilisants et l'ajout d'un type de fertilisant spécifique. Donc, dans ce cas, on recommande de réaliser des analyses de ces sols-là, donc afin de comprendre quelles sont les propriétés qui ont été impactées durant cette saison. Et cela va nous aider à faire des mesures de correction sur ces sols-là. Donc, que ce soit la correction des pH en adoptant le liming, etc., mais aussi dans des cas, on aura des carences de produits spécifiques, de nutriments spécifiques pour la plante. Donc, dans ce cas, donc, on peut agir rapidement et faire le nécessaire et ajouter le fertilisant nécessaire pour que la plante trouve les nutriments qui sont nécessaires pour son développement. Donc, comme ça, donc, on va essayer maintenant de faire une comparaison entre ces deux types de technologies. Donc, les méthodes conventionnelles que j'ai déjà expliquées, donc, qui nécessitent des protocoles spécifiques pour chacune des propriétés, mais aussi qui nécessitent des équipements spécifiques pour chacune des propriétés aussi, mais plusieurs techniciens, donc chacun responsable d'un protocole, etc. Mais dans l'autre cas, donc la technologie qu'on est en train de développer maintenant, qui est la spectroscopie de sol, donc on n'aura pas besoin de faire tout ça parce que pour la réalisation des analyses par la spectroscopie, donc on n'aura pas besoin de réaliser plusieurs préparations d'échantillons. Donc, on aura besoin que dans des cas spécifiques de réaliser le broyage et le séchage. Pourquoi le broyage et le séchage? Parce que, donc, je vais expliquer ça durant ma présentation, mais le broyage est nécessaire afin de minimiser les sizes des particules, donc le particle size. Donc, il faut travailler sur des particules qui sont très fines. Pourquoi? Parce qu'ici, dans cette technologie, on travaille avec un laser, un faisceau de laser. Et ce faisceau de laser a un diamètre bien défini, donc généralement c'est entre 1 et 2 mm de diamètre. Mais si on travaille avec des particules, de grosses particules, donc on aura le risque que ce faisceau de laser sera en contact seulement avec une seule particule et on n'aura pas une analyse représentative de la totalité de l'échantillon. Et le séchage, pourquoi? Parce que dans des cas spécifiques de spectroscopie, notamment le moyen infrarouge, donc, donc dans ce range de moyen infrarouge, donc on aura le risque que ce range de la spectroscopie peut être impacté par la concentration ou le niveau d'humidité existant dans les échantillons de sol, parce que dans le moyen infrarouge, cette technologie peut absorber l'humidité, et comme ça, donc, on aura une grande réponse relative à l'humidité qui peut cacher l'information intéressante relative à la chimie de notre échantillon, et comme ça, donc, on aura le risque d'avoir des prédictions erronées vers la fin du processus. Donc, dans la spectroscopie, on aura besoin juste de faire le broyage et le séchage, et par la suite, donc, on passe à l'analyse par la spectroscopie, donc, qui dure seulement quelques secondes. Donc, le moyen, c'est entre 30 secondes et 1 minute. Et donc, et par la suite, après avoir le spectre infrarouge, donc, on va faire la projection sur le modèle machine learning qu'on a développé afin de répondre à cette technologie. Donc, donc, on aura la prédiction de plusieurs propriétés dans quelques secondes. Donc, c'est plus rapide
Pas besoin d'utiliser aucun produit chimique et pas besoin d'avoir des équipements spécifiques pour chacune des propriétés. Donc, on utilise un seul spectrophotomètre qui sera dans le domaine du moyen ou bien des proches infrarouges et on aura la prédiction de plusieurs propriétés d'intérêt donc qu'on a déjà modélisées au départ des processus. Donc, on va voir ça durant cette série de webinaires, donc durant les semaines qui vont venir, Inch'Allah. Pour, afin de définir la spectroscopie généralement de sol, donc les premiers travaux, donc c'est pas vraiment quelque chose qu'on vient de commencer, mais qui a commencé depuis longtemps, donc dans les années 1960, donc les premiers travaux qui utilisaient la spectroscopie, mais cette utilisation donc était juste une utilisation conventionnelle. Donc je vais vous montrer un exemple de l'utilisation conventionnelle de l'infrarouge, de la spectroscopie infrarouge dans les sols. Donc normalement, on utilise ça pour détecter quelques types de bandes qui représentent quelques vibrations et par la suite, donc, on remonte à des molécules qui peuvent être présentes dans les échantillons de sol, notamment, c'est intéressant dans le cas de contamination avec des contaminants organiques. Donc, on peut utiliser l'infrarouge d'une manière conventionnelle et sans utiliser le machine learning. Et comme ça, donc, on aura une information sur la composition chimique de nos échantillons de sol. Dans les années 80, donc, c'était les premiers modèles chimiométriques qui ont été développés. Qu'est-ce que c'est que la chimiométrie tout d'abord? La chimiométrie, c'est un développement qui était dans le domaine de la chimie analytique, donc, dans lequel on combine la spectroscopie, généralement c'est la spectroscopie, mais avec des méthodes statistiques et mathématiques afin d'extraire le maximum de l'information. Donc, ce sont les premiers modèles machine learning qu'on entend maintenant, l'intelligence artificielle, le machine learning, etc. Donc, c'est dans les années 80, les premiers développements ont été réalisés. Vers les années 2000, donc c'était le vrai départ de la spectroscopie de sol avec le développement des premières bibliothèques de spectroscopie de sol, notamment dans quelques pays comme l'Australie et dans d'autres pays comme l'US, les États-Unis. Donc, ils ont déjà commencé vers les années 2000 à établir, à construire leur première bibliothèque spectrale, donc qui comprenait les spectres infrarouges de leurs échantillons de sol, mais aussi qui ont été combinés aux analyses wet chemistry, donc qui ont été réalisées dans le laboratoire. Et c'était vers les années 2020, donc, que la vraie spectroscopie a démarré. Et, donc, on trouve un développement énorme dans les recherches sur le développement de la spectroscopie de sol. Et c'était le vrai départ de la commercialisation du premier instrument donc, qui combine cette technologie et qui donne des résultats instantanés. Donc, notamment, donc, vous pouvez voir dans le marché, il y a plusieurs équipements donc, qui sont déjà présents, que vous pouvez utiliser dans le terrain. Donc les sociétés disent vous n'avez pas besoin de faire aucune préparation, donc vous le transportez avec vous dans le champ, vous réalisez les scans sur le champ et en se connectant à l'Internet, donc vous pouvez avoir la prédiction des propriétés de sol nécessaires. Mais la question qui se pose dans ce cas-là, donc c'est la précision et la qualité des résultats obtenus en utilisant ce type d'équipement. Donc pourquoi? Donc on va essayer de répondre à cette question durant cette série de webinaires. Donc, pour ce slide, donc c'est seulement donc afin de comprendre chaque fois donc on va utiliser cette nomenclature de spectre en singulier, spectre en pluriel, mais aussi l'adjectif spectral. Donc, on va l'utiliser dans notre présentation. La, dans la spectroscopie de sol, donc on va entendre toujours la modélisation, le mot modélisation, le mot machine learning, le mot intelligence artificielle, parce que comme j'ai déjà défini, cette technologie de spectroscopie de sol, c'est une combinaison entre la spectroscopie
et le domaine de l'intelligence artificielle, du machine learning. Donc, comment on peut faire ça? Donc, on a la première définition de l'inférence. Donc, dans ce cas, dans ce type d'analyse, donc on va pas mesurer le vrai pH du sol, on va pas mesurer le vrai CEC ou bien la vraie conductivité électrique, la concentration du nutrient, parce que par la spectroscopie seule, donc on ne peut pas vraiment avoir une information directe sur ces propriétés-là, mais on va faire de l'inférence. C'est quoi l'inférence? Donc, c'est une prédiction. Donc, c'est un calcul mathématique. Donc, on va utiliser des modèles mathématiques, des équations mathématiques qui vont nous permettre de calculer ces concentrations, ces propriétés-là, donc en utilisant donc, les spectres et l'information contenue dans ces spectres-là. Donc, dans ce cas-là, donc, on a deux types d'inférences ou bien deux types de prédictions qu'on peut faire. Le premier type, ce sont les prédictions directes. Comment ça direct? Parce on va utiliser des spectres infrarouges, des spectres, que ce soit infrarouges ou bien d'autres technologies. Donc, il y a plusieurs technologies existantes dans le marché. Donc, on va utiliser cette technologie-là pour faire la prédiction directe des propriétés. Par exemple, on va utiliser l'infrarouge pour prédire le pH d'un échantillon de sol. Donc, ça, c'est une prédiction directe. C'est la même chose pour la prédiction de la conductivité électrique directe, etc. Mais aussi dans des cas, donc, on aura besoin de prédire quelques propriétés. Par exemple, on prédit le pH, la OC, la CEC dans un échantillon de sol, mais on va utiliser ces résultats donc obtenus par le machine learning, par la spectroscopie de sol, donc les résultats de pH, de EC et de CEC, pour prédire d'autres propriétés. Donc ça, on appelle ça une prédiction indirecte. Donc, ce sont deux types différents de prédictions d'inférence qu'on peut utiliser dans ce domaine, mais généralement, dans le domaine de la spectroscopie de sol et dans toutes mes présentations, donc, je vais me concentrer sur la prédiction directe. Pourquoi? Parce que dans nos recherches, donc, on essaie de trouver, d'extraire le maximum de l'information des spectres directs. Donc, on va utiliser les spectres infrarouges obtenus de la spectroscopie et par la suite, on utilise ces spectres-là pour prédire quelques propriétés spécifiques à partir de l'information contenue directement sur ces spectres-là. Donc, c'est un exemple des travaux qui ont été réalisés il y a longtemps. Donc, cet article-là, donc, qui est daté en 1999, 98, donc, qui a été publié dans le journal Australian Journal of Experimental Agriculture. Donc, le titre, déjà, c'est très intéressant. Est-ce que la spectroscopie moyen infrarouge peut remplacer les différentes extractions de sol? Lorsqu'on dit l'extraction de sol, donc on dit la wet chemistry ou bien les méthodes conventionnelles d'analyse de sol. Donc, déjà, cette question a été déjà posée durant les années 98. Donc, ces chercheurs-là donc, ont trouvé des résultats très intéressants à partir de l'infrarouge, donc qui ont déjà commencé à penser est-ce qu'on peut, dans le futur proche, utiliser seulement la spectroscopie infrarouge pour avoir l'information complète du sol, donc sans être besoin de passer par les méthodes conventionnelles. Donc, pourquoi donc, ils ont déjà commencé à penser comme ça? Vous savez tous que le problème qu'on a dans le domaine des sols, c'est que l'existence des laboratoires d'analyse du sol, donc c'est pas possible dans tous les pays. Donc, c'est pas la même chose dans les pays africains, dans les États-Unis que dans l'Afrique, par exemple. Donc, dans les pays africains, donc, on a déjà constaté qu'on a un grand besoin. Donc, les laboratoires sont très rares. Et l'agriculteur, afin de réaliser ces analyses et avoir de l'information scientifique sur ces sols, donc, elle a besoin de faire l'échantillonnage sur le champ, préparer l'échantillon et l'envoyer au laboratoire dans une autre ville qui est très loin. Et par la suite, il faut attendre 10 semaines dans le moyen donc, qui a été déjà prouvé. C'est aux alentours de 2 semaines à 3 semaines pour avoir le premier rapport analytique donc, qui résume l'information scientifique sur cet échantillon de sol. Et par la suite, l'agriculteur sera demandé à payer un prix qui est généralement
très haut par rapport au niveau de vie de ces agriculteurs. Parce que ce qu'on connaît dans l'Afrique, c'est que cette catégorie de petits agriculteurs sont une catégorie qui est pauvre et qui ne peut pas payer un prix donc énorme pour avoir l'information sur leur sol. Donc, généralement, lorsque tu demandes à un agriculteur de faire des analyses de ses sols 3 fois par an, et il aura besoin de payer, par exemple, trois échantillons parfois, à la fois, donc le moyen des prix pour avoir la formation sur 15 propriétés, donc il doit payer aux alentours de 100 dollars américains. Donc, c'est vraiment un coût qui est très élevé par rapport au niveau de vie. Donc, ça, c'est aussi un problème. Donc c'est parmi, comme j'ai déjà mentionné, et il est nécessaire de faire l'échantillonnage, l'envoi de l'échantillon à une autre ville, attendre plusieurs semaines parce que déjà on connaît que ces méthodes conventionnelles déjà consomment du temps parce qu'il y a des méthodes qui nécessitent 24 heures d'incubation, il y a d'autres méthodes qui nécessitent plus, donc il faut attendre, il faut attendre aussi le rôle, donc, parce que ça dépend du nombre d'échantillons reçus dans un laboratoire spécifique, mais aussi donc, le coût élevé de ces analyses. Donc en combinant tous ces facteurs-là, donc, on peut dire que c'est difficile d'inviter plusieurs agriculteurs à adhérer à cette technologie d'agriculture de précision et d'adopter l'approche scientifique dans l'agriculture. Mais si on propose une nouvelle technologie qui est plus simple, qui est très rapide, dans ce cas de la spectroscopie, donc on peut inviter le technicien ou l'ingénieur à la ferme, donc il peut que ce soit faire un prélèvement ou bien faire le scan sur le champ, et on aura de l'information sur le sol donc, dans quelques minutes. Donc, ça peut aider aussi dans la prise de décision rapide lorsqu'on a des carences qui sont très élevées et on a un risque à perdre la production du champ, donc de la ferme. Donc, en utilisant une méthode plus rapide, donc va aider l'agriculteur à prendre une décision rapide et comme ça, les corrections peuvent être plus adéquates et le rendement pourra être plus élevé durant cette saison. Donc, et aussi le prix à payer. Donc, et en utilisant la spectroscopie, c'est pas la même chose qu'en méthode conventionnelle. Donc, en comparant 100 dollars pour la méthode, les méthodes conventionnelles avec un prix qui est très très bas par la spectroscopie, généralement le coût d'une analyse par spectroscopie, c'est aux alentours de 5 dollars. Donc, ce n'est pas vraiment comparable, 5 à 100 dollars. Donc, c'est vraiment, il y a une grande différence. Et comme ça, donc, on peut inviter plus d'agriculteurs à adhérer et plus d'agriculteurs à adopter cette technologie et à développer l'agriculture dans ces pays africains. Et c'est la même question, donc, que ces scientifiques et ces chercheurs qui ont déjà posé cette question. Est-ce qu'on peut remplacer généralement, on n'est pas ici pour remplacer, mais on est en train de développer une technologie qui va aider, qui va supporter les agriculteurs, mais pas remplacer les méthodes conventionnelles, parce que ça reste toujours les méthodes, les meilleures méthodes, plus de précision, plus la meilleure qualité par rapport à l'incertitude, etc. Mais en utilisant la spectroscopie, donc, on va essayer de trouver aussi des solutions de terrain. Donc, par rapport à l'existence des laboratoires, les prix d'analyse et le temps nécessaire pour avoir les résultats, etc. Donc, ce sont des méthodes complémentaires. Donc, on utilise, si on veut des résultats bien précis, de plus de qualité, où on a moins d'incertitudes, donc on passe aux méthodes conventionnelles. Mais si on aura besoin d'une analyse rapide, d'une analyse d'un coût qui est vraiment euh, moins par rapport aux méthodes conventionnelles, mais la sophistiquité aussi de la méthode. Donc, la spectroscopie, c'est plus simple. Donc, un simple technicien peut faire le screening de toutes les propriétés nécessaires. Donc, on n'aura pas besoin de faire appel à un laboratoire, un grand laboratoire avec tous les équipements et une équipe de 10 personnes donc, pour réaliser des analyses sur un échantillon de sol. Dans cette technologie, généralement, de spectroscopie, donc, qu'est-ce qu'on étudie? Généralement, c'est une étude
de la réaction entre les ondes électromagnétiques et la matière. Généralement, ces radiations électromagnétiques donc, peuvent être, que ce soit réfléchies, transmises ou absorbées par la matière. La matière ici, dans notre cas, c'est notre échantillon de sol. Cette énergie donc, qu'on va subir à nos échantillons, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pousser les électrons à être excité. Et cette excitation des électrons va provoquer des vibrations des bandes chimiques donc, qui lient les différents atomes. Et comme ça, donc, on aura une réponse sous forme d'un spectre qui combine deux types d'informations. La première information, c'est l'énergie nécessaire ou bien le nombre d'ondes ou la fréquence avec l'absorbance ou bien la réflectance de notre échantillon. Donc, comme vous pouvez remarquer dans ces figures-là, donc, on a plusieurs types ou plusieurs technologies donc, qui peuvent être utilisées pour étudier cette réaction entre les ondes électromagnétiques et la matière, donc, selon l'énergie émise. Donc, dans notre cas, donc, le domaine le plus intéressant, c'est le domaine de l'infrarouge, donc, qui est marqué dans ce domaine-là. Donc, généralement, donc, on travaille que ce soit dans le moyen infrarouge ou bien le proche infrarouge. Donc, ce sont les deux domaines les plus intéressants dans notre cas de spectroscopie de sol. Généralement, ça dépend de la technologie utilisée, mais il y a aussi un matériel déjà commercialisé, donc des équipements commercialisés. Donc, ça dépend du range des domaines que vous devez ou bien que vous voulez utiliser. Donc, il y a plusieurs types d'applications, que ce soit dans le proximal sensing, qui est dans notre cas la spectroscopie. Donc, on utilise généralement des techniques qui sont en contact direct avec l'échantillon, mais aussi on peut utiliser le remote sensing, donc en utilisant que ce soit des drones, des avions ou bien des satellites. Donc, comme ça, on aura des émetteurs de signal donc, qui envoient le rayonnement infrarouge et lorsque ce rayonnement sera en contact avec les échantillons de sol, donc on aura une réponse sous forme de vibration des bandes chimiques qui relient les atomes. Et il y a un détecteur, que ce soit dans le satellite ou bien dans la drone, qui va collecter la réponse et qui va nous donner le spectre infrarouge. Mais comme vous pouvez déjà poser cette question, quelle est la technique la plus précise? Donc, généralement, donc, on peut dire que en utilisant les outils de proximal sensing, donc les outils de proximité qui ont un contact direct. Donc, on collecte déjà plus d'informations et on collecte la majorité de la réponse. Donc, en comparaison avec les méthodes remote sensing, donc, aussi donc, peuvent conduire à des résultats qui sont vraiment très intéressants parce que dans ce cas, on utilise directement les satellites, etc., pour avoir de l'information, même s'ils sont très loin de la surface du sol. Mais en utilisant les outils de proximité qui ont un contact direct, donc on collecte plus d'informations et on n'aura pas de perte. Dans la spectroscopie de sol, donc, il y a plusieurs techniques qui peuvent être utilisées à la fois, ou bien on peut combiner plusieurs types de techniques en même temps. Donc, on a par exemple l'UV visible, on a le proche infrarouge, le moyen infrarouge, la fluorescence aux rayons X, le LIBS, qui est le Laser Induced Breakdown Spectroscopy, ou bien le Raman. Donc, comme j'ai déjà expliqué, donc on peut utiliser le proche infrarouge seul, on peut utiliser le moyen infrarouge seul, mais on peut aussi combiner les deux techniques en même temps. Donc, on peut combiner deux ou plusieurs techniques à la fois. Donc, comme ça, donc, on collecte le maximum d'informations et cette combinaison des techniques donc, va nous aider à avoir plus de précision dans les résultats donc, qu'on va fournir. Comment ça marche la spectroscopie? Donc, je suis sûr que la majorité d'entre vous, donc, vous avez déjà vu ça dans les universités ou bien dans les écoles. Comment on traduit le spectre infrarouge en molécules chimiques. Donc, je vais donner seulement ici quelques exemples pour les gens qui n'ont pas cette expérience.
Donc, généralement, on a ici trois types de molécules. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai déjà mentionné que ces bandes-là, cette figure-là représente la réponse de vibration des bandes chimiques, des bandes qui relient les différents atomes dans la molécule. Donc, si ce que j'ai déjà mentionné est correct, donc je vais être demandé vers la fin de l'analyse à traduire ce spectre-là, cette figure, à quelque chose de chimique afin d'être capable de prendre des décisions, comprendre l'état de mes sols, comprendre l'état généralement de mes échantillons. On ne parle pas ici de sol, mais on parle généralement de la chimie. Donc, je dois faire cette transition d'un spectre infrarouge à une molécule chimique. Comment on peut faire ça? Donc, ici, donc, la figure représente le spectre moyen infrarouge de la molécule d'hexane. Donc, je connais déjà la molécule d'hexane. C'est une forme linéaire d'une combinaison entre le carbone et l'hydrogène. Donc, ici, j'ai deux types de liaisons. J'ai une liaison carbone-hydrogène, donc, qui se répète 14 fois. Donc, c'est la même chose, carbone-hydrogène, c'est la même liaison. Mais aussi, j'ai une liaison carbone-carbone. Donc, j'ai déjà 5 liaisons de carbone-carbone. Donc, à partir de cette configuration chimique, donc je connais déjà ce que je vais chercher dans mon spectre infrarouge. Donc, je vais chercher cette bande qui représente le carbone-hydrogène et je vais chercher la bande qui représente carbone-carbone. Et c'est déjà ce que j'ai ici. Donc, celle-là, ça représente déjà, je vais vous montrer donc les tableaux utilisés pour faire cette combinaison, cette liaison entre l'énergie ou bien le nombre d'ondes avec la bande spécifique. Donc, c'est déjà publié dans la littérature, donc vous pouvez la trouver dans la littérature. Donc, ici, donc, cette région-là correspond à la liaison carbone-carbone et cette région correspond à la liaison carbone-hydrogène. Donc, c'est bon. Par contre, ici, j'ai quelque chose de différent par rapport à ma molécule précédente. Donc, ici, j'ai trois types de liaisons pour l'hexène. Donc, j'ai une liaison carbone-hydrogène, donc c'est une liaison simple. J'ai une liaison simple carbone-carbone, mais j'ai aussi une liaison double carbone-carbone. Donc, dans mon spectre infrarouge qui correspond à cette molécule ne sera pas la même chose que cette molécule, parce que ici, j'ai quelque chose de différent, qui est la double liaison ici, carbone-carbone. Donc, je dois la chercher et la prouver dans mon spectre, et c'est déjà ce que je peux déjà remarquer ici. Donc, comme j'ai déjà mentionné, celle-là représente la liaison carbone-hydrogène, celle-là représente la liaison carbone-carbone, simple, mais cette nouvelle bande ici, c'est elle qui représente la liaison carbone-carbone, mais double liaison. C'est la même chose ici pour l'hexène. Donc, ici, j'ai déjà la liaison triple carbone-carbone. Donc, je dois la trouver en parallèle aux autres liaisons carbone-carbone simple et carbone-hydrogène simple. Donc, c'est déjà ce qui est déjà visible dans cette région-là. Donc, celle-là représente la liaison carbone-carbone triple. Donc, ce que j'ai voulu vous montrer à partir de ces spectres-là, c'est que si je vois quelque chose différent dans mon spectre infrarouge qui correspond à mon échantillon de sol, donc je dois avoir cet esprit critique. Donc je dois chercher à quoi correspond cette nouvelle bande qui apparaît et si elle représente quelque chose que je dois prendre des mesures vraiment de correction, ou bien si je dois éviter à utiliser ces sols-là. Donc, par exemple, si on a une contamination par des contaminants organiques, donc ça va être visible dans le spectre du proche infrarouge. Et comme ça, donc, je peux déjà connaître quel type de molécule et je dois décider est-ce que ce sol vraiment va me permettre d'avoir un bon rendement ou pas. Donc, si ça peut déjà empoisonner les plantes durant la saison. Comment ces vibrations donc, se font dans l'infrarouge? Donc, c'est déjà dans le domaine de la chimie, donc la représente sous forme de ce ressort-là, donc que représente l'oscillateur harmonique. Donc, en appliquant, donc ça, c'est la distance qui était entre la molécule A et la molécule B. Donc, ça peut être carbone et hydrogène. Donc, normalement, dans la nature, donc lorsque la molécule est déjà stable,
sans excitation. Donc, la distance sera stable. Donc, on connaît toujours la distance qui relie la liaison carbone-hydrogène ou bien la liaison carbone-carbone, etc. Mais c'est dans le cas de l'infrarouge, donc on excite la molécule donc, par le rayonnement infrarouge de départ, par le laser. Donc, cette excitation de cette molécule-là donc, va résulter en une vibration. Donc, cette vibration sera un changement de cette distance entre les deux molécules qui sont liées par cette bande-là. Et ce changement de phase, ce changement d'état d'un état stable, de stabilité normale à un état d'excitation. Donc, on peut collecter déjà la réponse en utilisant des détecteurs spécifiques. Concernant les types de vibrations qui peuvent être remarqués dans l'infrarouge, donc on a plusieurs types de vibrations, donc que ce soit des étirements de la liaison ou bien des déformations. Des étirements, donc ça peut être vraiment un changement de distance dans un même sens, mais aussi on aura des déformations des fois, donc on aura des changements de l'angle qui relie donc les liaisons qui sont contrôlées par la même molécule. Donc, on peut voir ça déjà dans cette figure euh, donc animée. Donc, déjà, comme vous pouvez voir, donc, on a plusieurs types de liaisons qui peuvent être symétriques, symétriques parce qu'on a un changement de distance seulement dans le même plan, mais aussi peuvent être out of the plan, donc en dehors du plan de travail. Donc c'est un changement de l'angle des bandes donc, qui sont liées par la même molécule. Ces deux figures représentent deux types de spectroscopie infrarouge appliquée à un échantillon de sol. Donc, la première représente le domaine du moyen infrarouge. Donc, ici, donc, on peut déjà remarquer que le moyen infrarouge et le proche infrarouge à droite. Donc, le moyen infrarouge, déjà, on peut remarquer qu'il contient plus d'informations, que déjà les bandes sont séparées, sont très bien séparées et qu'on peut déjà identifier facilement en utilisant les tableaux de conversion, comme j'ai déjà mentionné. Mais le problème dans le cas du proche infrarouge, c'est que les bandes ne sont pas très bien séparées. Donc, on a un chevauchement entre les différentes bandes et la description ou bien l'interprétation conventionnelle de ce type de spectre donc, sera vraiment difficile. Donc, il faut faire appel à des logiciels bien spécifiques afin de nous identifier les différentes bandes. Donc, c'est pourquoi donc, déjà, on peut comprendre que le moyen infrarouge donc, contient une information très importante et que seulement en utilisant l'inspection visuelle, donc en utilisant les yeux, donc on peut déjà définir quelques bandes et on peut déjà connaître quelques structures chimiques donc, qui sont déjà existantes dans les échantillons de sol. Mais aussi, donc, si on combine cette structure-là, cette information très riche, si on la combine avec les outils machine learning, donc on est sûr d'avoir une information très importante donc qu'on peut extraire, donc qu'on ne peut pas vraiment la extraire en utilisant l'inspection visuelle simple. Donc, j'ai déjà parlé toujours donc seulement des avantages, toujours donc j'ai parlé quels sont les avantages de la spectroscopie par rapport aux méthodes conventionnelles, etc. Mais aussi, comme j'ai déjà mentionné, il y a aussi des limitations, il y a des problèmes donc qu'il faut résoudre. Le premier problème donc on a dans le domaine de la spectroscopie de sol, c'est la préparation spécifique de ces échantillons-là. Donc, ici, donc, dans la spectroscopie, on n'aura pas besoin de faire des extractions, ni de minéralisation, ni utiliser des équipements spécifiques. Mais ici, donc, on aura besoin de faire un broyage et un séchage. Donc, comme j'ai déjà mentionné au départ, donc, le broyage doit être très fin. Pourquoi? Parce que, comme j'ai déjà mentionné, le faisceau de l'infrarouge donc, a un diamètre bien défini, un diamètre spécifique donc, qu'on ne peut pas changer. Donc, c'est aux alentours de 1 à 2 mm de diamètre.
Normalement, ici, donc, on travaille avec le phénomène de contact. Qu'est-ce que ce phénomène de contact donc, mentionne? Si on travaille avec des particules qui sont grosses, par exemple, si on travaille avec des particules brutes directement des champs, donc on connaît déjà que la taille des particules est supérieure à 2 mm. Donc, si on applique la spectroscopie infrarouge, donc on aura le risque que la réponse relative à cette analyse-là par infrarouge donc, sera la réponse d'une seule particule. Donc, parce que le faisceau de laser a déjà été en contact seulement avec une seule particule et l'information qu'on va collecter ne représente pas la totalité de l'échantillon. Donc, c'est pourquoi donc, on déjà recommande de faire un brouillage très fin, donc le plus fin possible, donc, selon la possibilité que vous avez dans le laboratoire. Donc, comme ça, donc, lorsqu'on minimise, lorsqu'on réduit la taille des particules, donc, on sera sûr que le faisceau de laser de l'infrarouge donc, sera en contact avec plusieurs particules et comme ça, on est sûr que le spectre qui va en résulter donc, sera plus représentatif. Et donc, on est sûr que le résultat qu'on va prédire sera aussi représentatif de l'échantillon. Pourquoi le séchage? Tout d'abord, donc on connaît tous qu'il faut homogénéiser les échantillons avant de les analyser, que ce soit par les méthodes wet chemistry ou bien les méthodes spectroscopiques. Mais aussi, ici, dans ce cas-là, donc, on aura un problème de signal parce que, comme j'ai déjà mentionné, dans des types spécifiques de spectroscopie, notamment la spectroscopie moyen infrarouge, donc, on a le risque que cette technologie-là, donc, elle absorbe de l'humidité et l'humidité existante dans l'échantillon donc, sera aussi comptée comme réponse. Donc, le spectre infrarouge qu'on va voir, donc je vais vous montrer par la suite un exemple. Donc, le spectre infrarouge va contenir aussi l'information concernant cette humidité-là. Et le problème, c'est que la bande représentative à l'humidité dans le moyen infrarouge, c'est très large et elle peut cacher l'information intéressante dans la chimie du sol. Et comme ça, donc, on aura une erreur déjà qu'on a introduite dès le départ de l'analyse. Donc, c'est pourquoi donc, on recommande de faire un séchage sûr de l'échantillon. Donc, normalement, il y a plusieurs protocoles selon le niveau d'humidité des sols donc, sur lesquels vous travaillez. Mais la règle générale, c'est d'utiliser l'étuve ou bien ça peut être aussi le séchage à l'air libre si vous avez une température élevée dans le milieu. Mais l'utilisation d'un étuve à une température de 37 à 39 degrés pendant 6 à 12 heures donc, sera vraiment fera le travail et éliminera l'humidité existante dans les échantillons. Et comme ça, donc on est sûr que le résultat spectral donc, qu'on va obtenir représente l'information chimique directement liée à l'échantillon de sol et pas l'humidité donc, contenue dans ces échantillons-là. Euh, Dans les slides qui vont venir, donc je vais vous montrer un type d'utilisation de la spectroscopie qui a été utilisé vers les années 80. Donc, normalement, c'est l'utilisation conventionnelle de la spectroscopie infrarouge. Donc, pourquoi l'utilisation conventionnelle? Parce qu'ici, donc, on utilise seulement l'inspection visuelle. Donc, on utilise ni modèle machine learning ni intelligence artificielle. Seulement, on va utiliser les tableaux de conversion des bandes vers les molécules chimiques, etc. Donc, afin d'avoir une information conventionnelle sur nos échantillons. Donc, la première étape, comme j'ai déjà mentionné, c'est la préparation d'échantillons. Donc, ici, donc, on remarque déjà dans ce spectre, dans la figure, donc, on a un spectre qui n'est pas de bonne qualité. Pourquoi? Parce que l'échantillon n'a été pas bien séché. Donc, l'humidité, comme vous pouvez voir, celle-là, c'est la bande qui représente la liaison chimique OH de la molécule H2O, donc la molécule d'eau, la vapeur d'eau. Donc cette molécule-là, cette bande-là, donc elle est très large et elle cache toute cette région-là. Donc si on aura quelque chose qui absorbe dans cette région, donc on ne peut pas la voir parce que déjà l'humidité est la cachée et déjà on remarque que le bruit du spectre est déjà élevé par rapport parce que donc l'humidité donc elle influence la qualité spectrale. Donc
C'est pourquoi on recommande toujours de faire un séchage sûr de l'échantillon afin d'améliorer la qualité. Donc, ce spectre-là représente un spectre infrarouge, moyen infrarouge d'un échantillon qui a été bien séché. Et la qualité de ce spectre-là, donc c'est vraiment une qualité élevée donc qu'on peut utiliser pour l'analyse conventionnelle. Donc, après le scan de l'échantillon qui a été broyé finement et séché, donc on aura le premier résultat donc, sous forme d'un spectre infrarouge de bonne qualité. Donc, la deuxième étape, c'est d'observer ce spectre de gauche à droite et de faire sortir, marquer les fréquences des pics qui sont intenses. Donc, notamment dans notre cas, ce sont ce pic-là, le deuxième pic, le troisième, le quatrième cinquième, et aussi on peut marquer celui-là. Donc après marquer les pics qui sont intenses, donc ce qu'on fait, donc on va lier ces pics-là avec le nombre d'ondes ou bien la fréquence ou bien l'énergie relative. Donc ici dans ce cas-là, donc c'était par exemple 480, ici c'est 1000, 1000, 1015, 1000, 1020. Celui-là, c'est aux alentours de 1680, quelque chose comme ça. Donc, on fait sortir les fréquences ou bien les nombres d'ondes relatives à chaque pic. Et par la suite, donc, on utilise, ce sont les tableaux que j'ai déjà mentionnés dans les slides précédents. Donc, ce sont des tableaux de conversion qui sont déjà existants dans la bibliographie, dans l'Internet. Donc, vous pouvez les trouver donc qui relie la position où la bande d'absorption a été remarquée avec la molécule ou bien avec la bande qui peut générer cette vibration-là. Donc, c'est la même chose qu'on a fait ici dans ce spectre. Donc, on a fait déjà la conversion des wave numbers qu'on a déjà remarqué dans chaque pic avec la molécule correspondante et comme ça on aura une information quand même, une information chimique par rapport à nos échantillons. Mais aussi ici dans ce cas-là, donc on doit combiner aussi l'information précédente qu'on a sur ces échantillons. Par exemple, si on connaît que déjà ces échantillons proviennent d'une zone organique. Donc, on connaît seulement avec la couleur, on peut faire cette remarque-là. Donc, déjà, en connaissant que ces échantillons sont des échantillons organiques, donc on connaît déjà d'où viennent les échantillons de sol organique qui sont généralement obtenus après la dégradation des plantes. Donc, on va directement chercher dans la bibliographie quelles sont les composantes relatives aux plantes qui peuvent donner une réponse dans l'infrarouge. Généralement, ce sont les sucres, les polysaccharides et les protéines donc, qui répondent. Et on peut par la suite lier cette liaison-là avec, que ce soit avec une protéine, que ce soit avec le sucre correspondant. Et comme ça, donc, si on aura quelque chose étrange dans notre spectre, par exemple une liaison carbone-soufre ou quelque chose, donc c'est étrange par rapport au sol organique. Donc comme ça, donc on peut déjà commencer à poser la question d'où vient cette bande-là, ou bien d'où vient cette structure chimique et approfondir l'enquête afin d'identifier la molécule qui a causé cette vibration-là. Mais aussi, on a des logiciels et des softwares donc, qui sont déjà existants sur le marché, qui vont faire tout ce travail. Donc, vous n'avez pas besoin d'identifier les pics ni les nombres d'ondes correspondantes, etc. Donc, le logiciel, donc, il suffit de télécharger le spectre infrarouge de l'échantillon et puis cliquer sur suivant. Donc, le logiciel va identifier, va trouver les bandes intenses, il va les identifier en utilisant les tableaux de conversion et il va vous donner même des structures moléculaires, des molécules chimiques de quelques propositions donc, qui peuvent exister dans vos échantillons, mais c'est à vous de confirmer ou d'éliminer cette information parce que c'est vous la personne qui connaît l'origine de ces sols-là et la- le type, la nature, etc. Donc, organique, minéral, etc. Donc, c'est à vous de voir et c'est à vous de choisir la proposition qui est plus pertinente dans ce cas-là.
Donc, ici, c'est un exemple d'un spectre infrarouge qui correspond à un sol organique. Donc, déjà, comme j'ai déjà mentionné, donc on connaît déjà l'origine. Les sols organiques proviennent de la dégradation de la partie des plantes, des végétaux. Donc, on connaît déjà que la dégradation de ce type de plantes, donc, elle va résulter en des polysaccharides, notamment la cellulose et quelques protéines. Donc, on va directement dans le spectre et chercher les empreintes qui relient ces molécules-là avec le résultat donc, qu'on a obtenu. Donc, c'est déjà apparent. Donc, on peut déjà estimer que cette bande-là correspond à un polysaccharide, celle-là correspond à une protéine, celle-là correspond au wax, donc, qui est déjà aussi un résultat de dégradation des plantes, etc. Donc, ça sera plus facile pour nous de faire une interprétation de la composition chimique de nos sols, mais aussi, même si on connaît que l'échantillon est déjà organique, mais il y a pas de parfait dans la nature, donc on trouve aussi des composantes minérales, par exemple ici le quartz. Et c'est la même chose qu'on va remarquer lorsqu'on étudie un spectre minéral. Donc ici aussi, on trouve une empreinte de la partie matière organique. Donc même si elle est très minime par rapport aux autres composants, mais déjà c'est existant. Mais aussi en connaissant qu'on est en train de travailler sur un sol minéral, donc on peut déjà attribuer ces bandes-là aux différents types d'argile, kaolinite ou bien quartz, etc. Donc ça dépend. Donc on a tous ça dans des tableaux de conversion qui sont déjà existants dans la bibliographie. Donc il suffit de faire cette liaison-là entre l'énergie résultante, l'information précédente qu'on a et le tableau spécifique à utiliser dans ce cas-là. Il y a aussi d'autres types d'utilisation conventionnelle. Donc, je pense que ce sera le dernier slide que je vais présenter aujourd'hui. Donc, euh, on est déjà à 11 heures. Donc, c'est l'utilisation d'autres. Donc, on peut utiliser la spectroscopie infrarouge dans d'autres utilisations sur la même matrice qui est le sol. Je vais vous donner ici un exemple dans le domaine de sciences de criminalistique, des scènes de crime. Donc, on peut utiliser la spectroscopie infrarouge comme une méthode qui est vraiment très intéressante afin d'identifier ou bien afin de comparer trois échantillons qu'on a de sol. Le premier échantillon de sol, c'est le sol qu'on a collecté sur un tapis, donc dans la scène de crime. Le deuxième sol, c'est un sol qu'on a collecté à partir des chaussures d'un suspect. Donc, ce sont deux échantillons de sol qu'on a collectés sur le suspect. Donc, mais dans ce cas, donc, on peut faire la comparaison et décider s'il s'agit du même type de sol ou non. Sans l'infrarouge, donc, on ne peut pas faire ça. Donc, si on vous envoie trois échantillons de sol et on vous dit, s'il vous plaît, pouvez-vous identifier s'il s'agit du même sol ou pas? Donc, c'est vraiment difficile de faire ça en utilisant les méthodes conventionnelles, que ce soit en mesurant le pH, les autres propriétés comme l'AEC, etc., les nutriments. Pourquoi? Parce que même en faisant la répétition sur le même échantillon, l'analyse sur le même échantillon, donc on aura des déviations. Donc on ne peut jamais refaire l'analyse de pH de sol et avoir le même résultat à 100%. Donc il y a toujours cette déviation qui est liée à plusieurs facteurs, notamment la variabilité du sol, plusieurs autres facteurs. Donc on ne peut pas vraiment décider facilement est-ce que l'échantillon, il s'agit du même échantillon. Donc on a dans les trois situations, dans la scène de crime, et dans les échantillons collectés sur le suspect. Mais en utilisant l'infrarouge, donc c'est déjà, on peut faire la superposition de ces spectres-là. Et si on a quelque chose qui diffère entre les échantillons, donc on peut décider que c'est pas vraiment, il ne s'agit pas du même échantillon de sol, mais si on a les échantillons, les résultats sont à 100% superposables, donc on est sûr que c'est la même nature de sol, la même composition et ne contient pas de produits qui diffèrent l'un des autres, mais on peut vraiment utiliser ce résultat-là pour discuter afin de prouver
ou bien pousser le suspect à dire la vérité. Donc, c'est vraiment une utilisation très avancée de l'infrarouge dans d'autres domaines. Et je pense que je vais m'arrêter ici. Donc, c'est la première partie de l'introduction donc, que j'ai déjà fait sur la spectroscopie spécifiquement, la spectroscopie appliquée au sol. Donc on a vu comment, comment interpréter le spectre infrarouge, qu'est-ce que c'est l'information déjà collectée par le spectre infrarouge, comment préparer l'échantillon avant de les passer à la spectroscopie infrarouge, etc. Mais dans les prochaines sessions, donc, on va partir plus en avant sur la combinaison de la spectroscopie infrarouge avec les outils de l'intelligence artificielle. Donc, dans la prochaine session, dans la semaine prochaine, donc, on va commencer déjà cette combinaison. Donc, je vous remercie tous et toutes pour votre assistance et attention. Et maintenant, on peut passer à la partie questions-réponses. Donc, on peut répondre à vos questions. Merci, Aïssa. Merci pour la qualité de présentation. C'est vraiment je vous remercie vraiment. Donc, aussi, merci, chers participants, pour les questions. Donc, juste, je vais clarifier deux points et je vais laisser vous répondre aux questions, Bara. En fait, juste, je voulais clarifier quelques points. Ce webinaire, il est destiné aux partenaires et aux francophones. Ça sera déroulé déjà en français. Donc, je suis désolée. Vraiment, c'est pour les French speakers. Pour la question des attestations, à ce stade-là, aucune attestation de participation n'est prévue, mais toutefois, nous tiendrons les participants informés en cas de changement. Donc, mais de toute façon, je pense que ça sera. Merci pour être là et pour bénéficier de vraiment de cette présentation et de cette qualité de formation. Donc, Aïssam, pour les questions, donc, je résume, il y a pratiquement quatre questions de Monsieur Fabien et de Monsieur Casanova. Je vais commencer par les questions de Monsieur Fabien. Donc, la première question, quelle est la base de la spectroscopie proche infrarouge et mid-infrarouge et quelle est la différence avec la télédétection? Quant à la deuxième question, quelles sont les limites de la spectroscopie moyenne infrarouge et proche infrarouge par rapport à la chimie humide et d'autres méthodes conventionnelles d'analyse de sol? Et comment peut-on comparer les résultats? Rahma, Yes. Rahma, je pense qu'on peut répondre Question. à une question à la Ah, ok. fois, Ah, comme ok. ça, Ok. Ça je sera ne vais mieux. pas Oui. oublier. Ok. Tout à fait. Tout Merci. à fait. Merci. Donc, je vous laisse commencer par la première question et puis je vais. Merci Ok. beaucoup. Merci beaucoup, Rahma. Donc, Ok. je commence par la première question qui dit quelle est la base de la spectroscopie Vis-Nir et moyen infrarouge et quelle est la différence avec la télédétection. Donc, j'ai déjà expliqué que le Vis-Nir ou bien NIR ou bien moyen infrarouge, donc ce sont des types, des technologies différentes l'une des autres. Pourquoi différents? Parce que la seule différence entre eux, c'est le domaine qu'on utilise dans l'infrarouge, c'est l'intensité des signaux, c'est l'énergie émise, afin d'exciter les bandes. Donc, ça dépend du range. Donc, c'est la seule différence. Donc, dans le moyen, on utilise donc des bandes, on utilise les bandes entre 400 et 4000 cm-1. Cette énergie est différente de celle utilisée dans le proche infrarouge et différente aussi de la combinaison proche et vis-nir, et visible, le domaine du visible. Comment ça se fait? Donc, comme j'ai déjà expliqué, donc c'est une étude de l'interaction entre le rayonnement électromagnétique et la matière. Donc, on va utiliser les radiations afin d'exciter les électrons. Cette excitation va résulter en une vibration de la bande qui relie les deux atomes. Et cette excitation-là, donc, on peut la collecter en utilisant un détecteur spécifique, donc, qui va nous collecter l'intensité des signaux qui va être traduite en une absorbance ou transmittance.
Et quelle est la différence avec la télédétection? C'est, comme j'ai déjà mentionné, donc on peut utiliser les mêmes technologies, que ce soit en proximal sensing, qui est dans notre cas ici de la spectroscopie de sol, ou bien la télédétection. Donc, on utilise la même technologie, plus ou moins, c'est le proche infrarouge, si je me souviens exactement. Mais la seule différence, c'est la distance qui relie donc entre l'émission du signal et le détecteur avec l'échantillon. Dans la télédétection, donc vous connaissez, donc on utilise les drones ou bien les satellites, donc la distance est plus grande. Et dans le domaine de la spectroscopie de sol, donc on étudie directement le contact direct. Donc on pose l'échantillon sous l'équipement donc, et on mesure. Donc ça peut être chacune des techniques. Donc on a des avantages et des inconvénients l'une par rapport à l'autre. Aussi, donc je vais dire l'un des avantages de la télédétection afin de déjà remercier les gens qui travaillent sur cette méthodologie aussi, parce que en utilisant la télédétection, en utilisant le remote sensing, donc on peut étudier une grande superficie. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer jusqu'à une région spécifique afin de réaliser les analyses, etc. Donc, on peut utiliser les satellites depuis nos bureaux et par la suite collecter l'information directement sur une grande surface. Et comme ça, donc, on évite les déplacements, les collectes des échantillons, etc. Donc, chacune des méthodes a des avantages et des inconvénients par rapport à l'autre. Pour la deuxième question, donc, quelles sont les limites de la spectroscopie Visnir et IMIR par rapport à la chimie humide et Hmm. des autres méthodes conventionnelles d'analyse du sol? Donc, j'ai déjà mentionné ça durant ma présentation. Donc, ici, donc, on n'est pas en train de produire une nouvelle méthode qui va remplacer à 100% les méthodes conventionnelles parce que, comme j'ai déjà mentionné, les méthodes les plus sûres et l'exactitude la plus élevée, donc, on la trouve dans la chimie humide. Pourquoi? Parce que dans la chimie humide, donc, on fait la mesure propriété par propriété, c'est sûr. Donc, si on veut mesurer le pH, donc, on applique un protocole de mesure de pH, on fait une extraction spécifique et par la suite, on plonge l'électrode de pH mètre et on attend un petit moment, on collecte l'information de l'échantillon, etc. Donc, on est plus sûr lorsqu'on utilise les méthodes conventionnelles. Mais ici, donc, dans la spectroscopie, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on essaie de produire quelque chose qui va faciliter la vie, qui va faciliter la tâche aux personnes qui travaillent dans le terrain. Parfois, donc, c'est difficile d'avoir un laboratoire dans un pays spécifique. On connaît la situation dans plusieurs pays. C'est pas seulement dans l'Afrique, mais aussi on a l'expérience de l'Amérique latine et d'autres pays donc qui ont la même situation, qui sont dans la même situation. Donc ils n'ont pas vraiment beaucoup de laboratoires. Il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui font l'analyse des échantillons de sol. Donc, et dans ces pays-là, donc c'est difficile d'avoir l'information scientifique sur le sol et de suivre l'approche scientifique. C'est pourquoi donc on essaie de développer quelque chose, de développer une nouvelle technologie qui va aider les gens qui travaillent sur le terrain en minimisant les coûts, en minimisant le temps nécessaire et en minimisant l'effort donc pour avoir l'information sur le sol. Aussi, la spectroscopie déjà a produit des résultats qui sont vraiment très intéressants, des résultats qui ont été déjà acceptés par la communauté de sciences de sol, les soil science. Donc, ils ont été convaincus de la qualité qui peut être produite par la spectroscopie de sol. Donc, on ne parle pas de la même chose, mais on parle pas de séparation, mais on parle de complémentarité entre les deux types d'analyse. Donc, on peut équiper un laboratoire, utiliser en parallèle la spectroscopie pour les travaux de terrain, pour les échantillons qui nécessitent un déplacement, donc qui trouvent dans des régions loin, etc. Mais de temps en temps, il faut passer par la chimie humide et les méthodes conventionnelles afin de confirmer et afin de valider les résultats obtenus par la spectroscopie. Donc, ce sont deux méthodes complémentaires. Ok, la troisième question, peut-être je peux vous aider, Issa. Comment peut-on OK. comparer les résultats de la spectro avec ceux de Soldoc Kit? Euh, Soldoc Kit, donc, je ne connais pas exactement ce kit-là exactement. Je pense qu'il a été distribué dans le cadre des projets Soldoc.
Soil Doctors ou quelque chose comme ça, mais je ne suis pas sûr. Mais euh, juste pour vous dire, donc, pour la comparaison des résultats obtenus par la spectroscopie avec les résultats obtenus par les kits de travail sur le terrain, donc, c'est vraiment comparable. Ça dépend. Dans les kits donc, qu'on trouve dans les terrains, donc, dans le terrain, donc ces kits-là donc, aident l'agriculteur ou bien les techniciens, l'ingénieur avoir une information sur des propriétés spécifiques sur le champ. Donc, c'est vraiment une assistance, euh, une grande assistance, mais dans la spectroscopie, donc, on peut avoir plus d'informations parce qu'avec la spectroscopie, déjà, on a prouvé, on promet rien, donc je promets rien dans mon discours ici, mais les études, les recherches ont prouvé qu'on peut euh, avoir une information vraiment complète sur l'échantillon de sol. Donc, on peut avoir une information sur la chimie, on peut avoir une information sur la physique, mais aussi sur la microbiologie des sols. Donc, on peut combiner plusieurs types d'analyses, dans ce cas par la spectroscopie. Donc, si je peux avoir un rapport d'analyse qui contient une dizaine de propriétés, par exemple, seulement avec un scan sur le sol, donc je peux avoir une information sur le pH, sur la conductivité électrique, sur la CEC, sur la concentration des nutriments, sur les micro-organismes existants, sur la texture, etc. Donc, c'est vraiment, ça va aider à avoir une information, ça va aider à prendre des décisions momentanées. Mais avec les kits, donc ce que je connais, les kits donc, contiennent des réactifs et des outils qui vont aider à avoir une information sur des propriétés spécifiques. Par exemple, on a des kits qui aident à avoir l'information sur le pH, sur la l'AOC, mais on ne peut pas avoir une information sur l'existence et la concentration des différents nutriments, etc. Donc, c'est ça la différence. Donc, là, par la spectroscopie infrarouge, donc on peut, c'est pas sûr, ça dépend de plusieurs paramètres. Ça dépend de la première étape donc, que je vais présenter la prochaine fois, la prochaine session. Donc, ça dépend de la qualité des résultats obtenus par le wet chemistry, parce qu'on va utiliser les datas de laboratoire conventionnel pour faire la modélisation. Donc, la première étape dans l'établissement de cette technologie, c'est la modélisation du modèle machine learning. Donc, c'est la calibration. Donc, on utilise les résultats du laboratoire avec les résultats spectrales. Donc, il y a plusieurs paramètres qui contrôlent la qualité des modèles qu'on va obtenir. On peut obtenir des modèles complets qui peuvent prédire une dizaine de propriétés à la fois, mais on peut aussi avoir quelquefois des modèles qui peuvent aider à prédire seulement une de propriétés. Ça dépend du data, ça dépend de la nature du sol, ça dépend de la corrélation et de la relation qui relie le spectre avec le data de wet chemistry. Donc, je vais expliquer ça dans la prochaine session. Ok, donc on passe à la question de Monsieur Casanova. Les échantillons de sol sont-ils séchés dans un four? Si oui, à quelle température et pendant combien de temps? J'ai déjà répondu à cette question durant la présentation. Comme j'ai déjà mentionné, on peut utiliser les deux types de séchage, que ce soit le séchage à l'air libre si on a une température élevée, donc on peut sécher les échantillons à l'air libre. Mais ce qui est recommandé, c'est utiliser l'étuve, pas le four. L'étuve avec une température de 37 à 39 degrés pour ne pas dénaturiser les échantillons, pour ne pas changer la structure chimique et la composition chimique des échantillons. C'est 37 à 39 pendant 6 à 12 heures. Donc, ça sera suffisant pour avoir un échantillon sec et qui va, pour éliminer l'absorption dans le domaine de l'humidité dans le domaine de moyen infrarouge. Ok, on passe à une autre question. Comment passer de l'identification d'un élément à sa quantification? C'est ça ce que j'ai déjà mentionné. Donc, en utilisant la méthode conventionnelle, donc on peut déjà identifier qualitativement l'existence ou l'absence d'un produit spécifique. Par exemple, si on a un dossier d'un agriculteur qui nous dit, voilà, mon sol, je suspecte que mon voisin a déjà contaminé mon sol avec ce pesticide spécifique, donc on peut utiliser la spectroscopie infrarouge pour identifier les bandes spécifiques de ce produit-là et décider est-ce que déjà on a une existence ou non de ce produit-là. Mais pour quantifier, donc, il faut passer par le machine learning. Et donc, on peut utiliser même ici, parce que c'est une méthode optique, on peut utiliser la loi de Beer-Lambert qui relie
l'intensité des signaux avec la concentration, mais c'est difficile de trouver le signal spécifique dans l'infrarouge. Par contre, dans l'UV, donc vous connaissez tous, donc on utilise l'UV, on utilise la méthode de Beer-Lambert, la loi de Beer-Lambert, donc là-bas pour la réalisation des droits d'étalonnage, qui sont des méthodes univariées. Donc on cherche la zone où notre produit spécifique absorbe et on quantifie la surface du pic là-bas. Donc, et on relie cette surface-là avec la concentration de cette substance. Mais dans l'infrarouge, c'est difficile de faire ça, d'utiliser la simple loi de Berlambert, mais le plus facile, c'est pas facile, mais le plus faisable, c'est de partir vers le machine learning. Donc, on va voir dans les prochaines sessions. Ok. Donc, pour la question suivante, c'est celle de Monsieur Khal. En relation avec le coût des analyses, quelle est la marge des prix des outils utilisés en spectroscopie de sol? Oui, c'est sûr que lorsqu'on a déjà recommandé que les outils, la spectroscopie de sol, c'est vraiment moins coûteuse par rapport aux méthodes conventionnelles, donc c'est sûr. Pourquoi? Donc, je vais faire une simple comparaison. Donc, je vais comparer un outil, un équipement portable de spectroscopie proche infrarouge qu'on peut acquérir à $6 000, donc 6 000 dollars américains, donc, et qu'on peut l'utiliser pour faire pour bâtir et construire le modèle machine learning. Donc, c'est un investissement qui peut être, euh, comme j'ai déjà mentionné, $6 000. Et le coût d'analyse, c'est pas quelque chose parce qu'on on fait pas des préparations qui nécessitent des produits à acheter, par exemple les produits chimiques, les solvants, etc. Dans ce cas, donc, on aura besoin seulement d'un séchage et broyage. Donc, comme j'ai déjà mentionné, le coût d'analyse ne peut pas dépasser les $5 par analyse. Mais par les méthodes conventionnelles, donc vous savez tous, donc on facture chaque propriété seule. Donc, on facture la préparation tout d'abord, la préparation à 2 millimètres, puis on facture les extractions, on facture le pH seul, la conductivité électrique seule, la capacité en échange cationique seule, les différents nutriments. Il y a des laboratoires qui peuvent vous facturer selon une analyse par ICP, donc à la fois, mais il y a des laboratoires qui facturent élément par élément, donc c'est vraiment, ça va être coûteux par rapport à la spectroscopie. Ok. Pour la question suivante, bon, je vais laisser pour à la fin cette question-là parce qu'on va revenir sur le tableau qui a été mentionné dans la présentation. Mhm. Donc, une autre question dans le cadre de la préparation des échantillons, lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer un broyage fin, est-il envisageable de réaliser plusieurs scans sur différentes zones de l'échantillon, puis d'en faire la moyenne afin d'obtenir un spectre représentatif? Parfait, c'est une question. Vous avez déjà mentionné la réponse dans votre question. Donc, ce qu'on recommande, c'est de faire le broyage, c'est sûr. Donc, si vous avez les moyens possibles, sinon, vous pouvez faire le broyage à la main en utilisant le mortier. Donc, à la main, essayez de casser les particules le plus possible. Mais sinon, si vous n'avez pas cette possibilité du tout, donc vous pouvez, comme vous avez déjà mentionné, vous pouvez réaliser des scans sur plusieurs zones, sur plusieurs points et par la suite faire la moyenne des spectres. Comme ça, vous aurez un spectre moyen de plusieurs scans. Ça peut être quand même, ça peut faire le travail, mais pourquoi on ne recommande pas ça? Parce que ça, c'est un effort, parce que le fait d'utiliser l'équipement, donc on a une durée de vie spécifique de la lampe qui émet le signal. Donc, il n'est pas vraiment préférable de réaliser sur le même échantillon une vingtaine de scans. Donc, mais par contre, le fait de faire un broyage, donc vous allez faire seulement un scan par échantillon et comme ça, vous allez, vous allez avoir une information représentative sans perdre beaucoup vos moyens. Merci. Donc, la question suivante, c'est celle de Monsieur Amel. Pourquoi vous n'avez pas choisi le FT infrarouge au lieu de l'infrarouge classique? Le FT infrarouge, c'est la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier. Oui. Donc, cette technique nous permet une meilleure interprétation, selon lui. Donc, C'est ça, donc c'est la même chose qu'on utilise. Dans l'infrarouge, généralement, même ce que j'ai déjà présenté, ça représente le transformé de Fourier. Donc, on ne peut pas avoir
un spectre complet sans utilisation de la transformée de Fourier. Donc, généralement, dans le moyen infrarouge, donc on utilise toujours la transformée de Fourier afin d'avoir des spectres complets de l'échantillon. Donc, c'est la même chose qu'on a utilisé, c'est la même chose qu'on va utiliser dans le futur. Donc, toujours, on utilise la FTIR. Ok, je continue avec Monsieur Amr avant de clôturer avec la dernière question. Comment minimiser le rapport signal-bruit au spectre de l'absorption infrarouge? J'ai déjà mentionné ça dans l'un de mes slides. Donc, pour minimiser le rapport signal-bruit, donc, afin d'éliminer le bruit, donc, il faut toujours, tout d'abord, homogénéiser l'échantillon. L'homogénéisation aussi aide à améliorer le signal, mais mais par la suite, l'élimination de l'humidité et avoir un échantillon, la taille des particules qui sont fines, donc va aider vraiment énormément à avoir un signal sur bruit parfait. Mais si vous avez toujours ce problème-là, donc vous pouvez aussi avoir un problème avec l'équipement que vous avez. Donc, le problème peut venir de la lampe, de l'émission de signal ou bien du chemin optique dans l'équipement. Donc, si vous avez quelque chose à l'intérieur de ce chemin optique-là, par exemple de la poussière, de l'humidité, etc., donc ça peut aussi entraîner un bruit qui va chevaucher les analyses et réduire la qualité des spectres obtenus. Ok, merci. Donc, la dernière question maintenant, c'est est-ce que vous pouvez revenir sur le tableau de conversion qui permet de passer de spectre aux liaisons chimiques? Si vous pouvez revenir à ce slide, Aïssa. Mais je ne sais pas pourquoi il le veut. Ben, je vais revenir, mais quand même, comme j'ai déjà mentionné, donc Juste. oui, ces spectres-là, ces tableaux-là, donc sont des tableaux. Donc c'est pas le seul tableau. Donc, j'espère que vous pouvez le voir, Rahma, non? Oh, oui, 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 je vois. D'accord. Ouais. Donc, c'est pas le seul. Donc, c'est seulement un exemple que j'ai présenté ici. Donc, vous allez trouver dans la bibliographie une centaine de spectres qui ont été publiés dans plusieurs publications scientifiques. Donc, comme ça, vous pouvez sélectionner le tableau qui vous convient. Donc, c'est là. Ce qui vous convient, ça dépend de quoi? Ça dépend de la nature de vos sols, ça dépend de la composition chimique et ça dépend de ce que vous cherchez dans votre sol. Donc, c'est pas de la même chose. Donc, c'est pas, on n'a pas un seul tableau qui résume toute l'information de la spectroscopie, mais on a des tableaux donc, selon plusieurs paramètres. Donc, on peut trouver des tableaux donc, qui contiennent l'information sur les contaminants organiques. On a des tableaux qui traitent la partie minérale. On a des tableaux qui traitent la partie organique. Donc, ça dépend du besoin spécifique que vous avez dans votre étude. Merci, Aïssam. Donc, je ne sais pas si on peut prendre encore. Il y a deux questions, si on peut prendre, et on va Bien sûr, clôturer. Donc, ok, bien sûr. merci. Donc, la question de Nana, c'est est-ce qu'on peut avoir le nom de logiciel pour l'interprétation du signal? Ça, c'est pour Nana. Donc, je ne sais pas si vous proposez ou vous pouvez citer le nom d'un logiciel. Je ne sais pas. Non, on peut pas citer exactement un logiciel, mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, euh, généralement, je peux dire que dans la totalité des équipements qui sont dans le marché, les équipements que vous avez dans le laboratoire, donc vous avez les logiciels que vous avez, donc déjà les sociétés déjà ont incorporé des additifs, des des options pour le traitement des spectres. Donc, ce que je connais de ma part, majoritairement, donc je connais les équipements Brooker de la marque Brooker. Donc, ils ont déjà dans les softwares, dans les logiciels, une composante de traitement automatique des spectres donc, que vous pouvez utiliser pour traiter les spectres. Mais aussi, j'ai entendu parler de quelques options commerciales donc, que vous pouvez télécharger sur le net donc, qui peuvent faire ça donc, sur la totalité des marques
Mais pour travailler sur une marque spécifique, donc il faut utiliser le logiciel spécifique de cette marque. Mais sinon, vous pouvez utiliser les logiciels universels. Donc, je ne connais pas exactement, je ne peux pas vous recommander un logiciel spécifique à 100% avec un nom spécifique, mais vous pouvez les trouver donc, dans le net. Donc, il y a plusieurs types. Ok, donc la dernière question, c'est pourquoi vous ignorez une bande lorsque vous comptez les bandes dans un spectre? On ignore aucune bande. Généralement, ce que j'ai déjà mentionné, donc on commence tout d'abord avec les bandes les plus intenses. Donc, on choisit les bandes les plus intenses. Si on a déjà l'information nécessaire, si on a déjà fini l'information qu'on cherche, on la trouve dans ces bandes-là, donc c'est bon. Mais si on ne trouve pas, donc on peut partir aux bandes moins intenses. Mais le problème ici, donc il faut éviter à arriver dans la zone de bruit de fond. Donc, parce qu'on connaît déjà dans le spectre, on a des zones où on a un bruit. Donc, l'information dans cette zone-là, donc, ne représente pas la chimie, la vraie chimie de l'échantillon ou bien ce qu'on cherche exactement dans l'échantillon, mais contient un bruit, comme j'ai déjà expliqué dans la question, qui peut venir, que ce soit de l'échantillon lui-même, de l'humidité, de la représentativité, ou bien du chemin optique de l'équipement, ou bien de la source lumineuse. Donc, il faut éviter d'arriver à cette zone-là. Donc, mais vous pouvez travailler sur les pics intenses, moins intenses, mais éviter la zone du bruit. Donc, c'est ça le plus intéressant. Mais donc on n'ignore rien dans la spectroscopie. Donc, chaque bande représente quelque chose, représente une absorption ou bien une réflectance. Donc, il faut la compter. Si vous arrivez à cette information, c'est bon, mais sinon, si les pics intenses déjà vous donnent l'information nécessaire, c'est pas la peine de se casser la tête là-bas. Merci, merci. Merci, Rissam. Je vous en Donc, prie. avec ce question, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce webinaire. Donc, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre participation active à cette première session. J'espère que les échanges ont été utiles et enrichissants. Un grand merci à notre expert, Monsieur Rissam Bara, pour la qualité de présentation, pour les réponses aux questions. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine session de ce webinaire, qui ça sera le 16 juillet. N'hésitez pas à participer et à faire les enregistrements sur le même site. Donc, on vous attend à la prochaine session. Merci et à très bientôt. Merci. Merci.